En France, c'était une semaine politique chargée et à haut risque pour la Première ministre. Remaniement, Conseil des ministres, vote de confiance devant l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne tient-elle le cap? C'est notre grand angle politique avec ce soir Perrine Tarnaud, directrice de l'information de la chaîne parlementaire Public Sénat. Et avec Guillaume Darey, journaliste au service politique de France Télévisions. Bonsoir à vous deux. Perrine, quelle séquence vous retenez cette semaine? Moi, j'ai retenu une séquence de pure communication politique. Voilà, on le voit sur les images, cette déambulation d'Elisabeth Borne de Matignon jusqu'à l'Assemblée nationale avant son discours de politique générale mardi après-midi. Donc de la pure communication politique. Mercredi, pardon, oui. Mais j'ai trouvé ça effectivement très réussi parce qu'elle apparaît sur les images détendues, sereine et en même temps leader voilà, de son groupe, du gouvernement. Moi, c'est quand même cette photo effectivement du nouveau gouvernement qu'on attendait depuis assez longtemps, mais un gouvernement finalement qui ne marque pas un élargissement politique, il n'y a même pas de prise de guerre, il n'y a effectivement pas de coalition. C'est quand même un constat d'échec politique pour le chef de l'État. C'est sinon un rétrécissement, en tout cas un resserrement sur les bases de la Macronie. Et on y revient justement. Une semaine politique, le résumé est signé Arthur Bijota. La semaine politique en France, c'était en marche pour Elisabeth Borne. Presque une renaissance. Lundi, nouveau gouvernement de 41 membres. Mercredi, baptême du feu et discours de politique générale à l'Assemblée. Un mot d'ordre, bâtir ensemble. Trop longtemps, notre vie politique n'a été faite que de blocs qui s'affrontent. Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent ensemble. Privée de majorité absolue, la Première ministre ne s'est pas hasardée à solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. Elle a préféré fixer une méthode de travail aux oppositions. Le désordre et l'instabilité ne sont pas des options. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur toutes les solutions, mais nous avons toutes et tous conscience de l'urgence et de la nécessité d'agir. Bâtir ensemble, mais sans LFI ni le Rassemblement national, les deux seuls partis qu'Elisabeth Borne n'a pas cités dans son discours. Réponse de Marine Le Pen ce midi sur BFM TV, le Rassemblement national se veut être constructif. Si des choses vont dans le bon sens, nous les voterons. Nous tenterons de les améliorer au maximum si les processus qui sont soumis au vote nous paraissent défaillants. En revanche, si ça va à l'encontre de l'intérêt des Français, ce sera non. Le pouvoir d'achat, Marine Le Pen en a fait le thème majeur de la présidentielle. Combien ça coûte? C'est la question que beaucoup de Français se posent au quotidien. Pour contrer l'inflation galopante, jeudi, le gouvernement a fait un choix, le retour de l'argent magique. Nous rajoutons aujourd'hui 20 milliards d'euros de mesures nouvelles pour protéger nos compatriotes contre la vie chère. La vie politique peut parfois coûter cher. Lundi, nouvelle épreuve du feu pour Elisabeth Borne. Motion de censure à l'Assemblée, déposée par la NUP. Le Rassemblement national et les Républicains ont déjà fait savoir qu'ils ne la soutiendraient pas. J'ai envie de dire, à chaque semaine suffit sa peine. On va revenir sur les événements de celle qui vient de s'écouler. Ce discours de politique générale, c'était son baptême du feu, c'est présenté comme ça. Convaincante, exercice réussi? Plutôt convaincante et un exercice, je trouve, plutôt très réussi. On attendait quelque chose de fade, pas forcément convaincant. On a vu qu'elle était extrêmement sérieuse comme c'était attendu. On a vu qu'elle s'imposait comme chef de la majorité, qu'elle a su tracer des perspectives. Donc c'est une semaine plus que réussie pour Elisabeth Borne. Il n'y avait pas non plus d'envolée lyrique, hein. C'était pas un grand discours de politique générale, mais c'était carré, c'était à la Elisabeth Borne. Et en plus, avec une certaine sérénité, moi qui m'a beaucoup marquée, que j'ai trouvé très intéressante, elle n'a pas hésité non plus à souvent regarder la partie gauche de l'hémicycle de l'Assemblée, voilà, pour narguer un peu de l'œil les bancs, notamment de la NUP. Donc c'était assez intéressant de voir comment, politiquement, elle jouait déjà un petit peu le bras de fer avec la partie gauche de l'hémicycle. Alors il y a un programme, on va y revenir, mais il y avait aussi ce que tout le monde a un peu qualifié comme le discours de la méthode. Dialogue renouvelé, recherche active de compromis ambitieux. La Macronie a besoin de renforcer sa majorité pour pouvoir légiférer. Est-ce que le message a été entendu par les parlementaires ? Oui, le message a été entendu. Après, effectivement, il y a beaucoup de déclarations d'amour, non seulement à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, puisque le mercredi soir, Elisabeth Borne est également venue à la Haute Assemblée dire combien elle comptait sur les sénateurs pour essayer de faire passer des lois. Donc le message est bien sûr passé. Compromis, compromis, compromis. Voilà, on n'entend que ce leitmotiv dans la bouche du gouvernement. Mais après, pour l'instant, on ne voit pas très bien quelles vont être les marges de manœuvre, en fait, données à l'opposition, comment elles vont pouvoir s'inscrire dans les textes présentés par le gouvernement. Le compromis
compromis, ça en prend le chemin ? Pas vraiment, parce que pour l'instant, effectivement, on sent que la discussion que veut faire la majorité, c'est sur le programme d'Emmanuel Macron et seulement sur le programme d'Emmanuel Macron. Quand ces derniers jours, les oppositions ont mis sur la table des propositions en matière de pouvoir d'achat, on peut être pour, on peut être contre. La NUP, il y a par exemple le SMIC à 1 500 €. La droite a dit on veut un plein à 1,50 €, ça coûterait certes 30 milliards, mais c'est ce qu'on souhaite. En quelques secondes, ça a été balayé par la majorité qui dit c'est absolument irréaliste, on ne peut pas discuter là-dessus. Donc le compromis, on en est encore loin, et c'est vrai que la majorité, il va falloir aussi qu'elle comprenne qu'on ne peut pas négocier que selon ses propres termes. Dans le discours prononcé, il y avait 5 axes. Il y en a un qui est sur le pouvoir d'achat que vous évoquiez. Il a fait l'objet d'un conseil des ministres jeudi. Prolongation du bouclier tarifaire énergétique, plafonnement de la hausse des loyers, chèque alimentation. Est-ce que tout ça vous paraît efficace ? Efficace, oui, sans doute pour le pouvoir d'achat à court terme. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que Bruno Le Maire a dit très rapidement que la cote d'alerte au niveau des finances publiques était déjà atteinte. Bon, boum, le gouvernement rajoute 20 milliards d'euros supplémentaires de dépenses publiques. Pour l'instant, il n'y a pas d'économie prévue en face pour financer ces 20 milliards supplémentaires. Et on sait que les 2 lignes rouges, notamment qui ont été fixées par Emmanuel Macron et par le gouvernement, c'est pas d'impôts supplémentaires, mais pas non plus de dépenses supplémentaires. Et la grosse inquiétude qu'on voit arriver effectivement pour l'automne, au-delà des aspects financiers, c'est l'aspect énergétique. Vous l'avez évoqué dans votre journal, on l'évoque à plusieurs reprises ici sur TV5 Monde. C'est qu'aujourd'hui, au gouvernement et parmi les professionnels de l'énergie, que ce soit du côté du pétrole ou du gaz, ils disent cet hiver, ça ne va pas passer. C'est-à-dire il va falloir faire du délestage, il va falloir... Non, il va falloir... C'est-à-dire qu'on n'aura pas les capacités, notamment sur le gaz, actuellement. Il peut y avoir non pas un problème de coût, mais un problème tout simplement d'approvisionnement. Donc, on voit déjà au gouvernement des ministres qui commencent à dire « Attendez, cet été, les entreprises, il faudra mettre moins de clim, il faudra économiser, l'énergie va être de plus en plus chère quand elle ne... Parfois, elle va manquer. Donc, on va très clairement... Avec la crainte que les Français descendent dans la rue, est-ce que je pense que ça, c'est l'étape suivante. Mais en tout cas, on sent que le gouvernement est en train de préparer les esprits depuis plusieurs jours à une crise énergétique à laquelle tous les pays vont devoir faire face, évidemment, cet hiver. Parce que pour s'atteler à la tâche, Elisabeth Borne a une équipe remaniée autour d'elle, Borne 2. Vous devrez tenir, ce serait le premier mot d'Emmanuel Macron au nouveau ministre de ce gouvernement, qui, vous le disiez, n'affiche pas de grande surprise. C'est un gouvernement décrit comme un gouvernement d'action, mais qui sait que la tâche sera ardue. Oui, on parle beaucoup de l'absence de majorité. Moi, ce qui me semble le plus inquiétant, ou en tout cas frappant, c'est l'absence pour l'instant de projet très très fixe de ce gouvernement. Ça suit toute la campagne pour la présidentielle, puis pour les législatives. On n'a pas vu vraiment de programme très clair de la part d'Emmanuel Macron et puis de sa majorité pour les législatives. Donc ce qui est surtout frappant aujourd'hui, c'est pour l'instant l'absence d'un cadre très très clair, d'une ligne de direction. Effectivement, s'il va falloir convaincre les Français d'aller vers un tout petit peu plus de sobriété énergétique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et pour l'instant, effectivement, on a du mal un petit peu à voir quel horizon trace le gouvernement. Vous partagez cette analyse ? On ne sait pas trop où va le gouvernement ? Oui, alors que concrètement, effectivement, la volonté de construire une coalition aurait pu être l'objet d'une telle négociation. C'est-à-dire que le gouvernement aurait pu dire on met 10 propositions sur la table sur le plan économique, 10 propositions sur la table sur le plan social, on discute avec les différentes oppositions et on fait quasiment un contrat de gouvernement. Ça aurait été compliqué, y compris au sein, par exemple, des Républicains, plusieurs parlementaires le confient, de refuser, noir sur blanc, de signer pour ou contre une retraite à 64 ou 65 ans. Mais on n'a même pas vu cette démarche-là de la part, effectivement, du gouvernement. Et c'est vrai que c'est d'autant moins lisible, comme le dit Perrine, pour les Français qui n'ont déjà pas vraiment vu le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, n'ont pas davantage vu le projet législatif de la majorité Ensemble et En Marche, et qui aujourd'hui ne voient pas vraiment où va le gouvernement. Parce qu'un gouvernement, donc sans grande surprise, pourquoi cette idée de coalition a échoué en fait ? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu recherche d'une coalition, comme on peut le voir dans certains pays européens, en Scandinavie, en Allemagne, par exemple. Il y a eu des rencontres entre Emmanuel Macron et surtout Elisabeth Borne avec les différents leaders des partis d'opposition. Mais une coalition, par exemple, à l'allemande, elle met des semaines, des mois à se former. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, encore moins dans un pays comme la France, où on n'a pas du tout l'habitude de ce type de compromis politique. Donc, ça ne peut pas se faire en 2 jours. Deuxio, il faut savoir effectivement sur quelle base déjà on se met d'accord. Et c'est ce qui manque pour l'instant, moi je trouve, c'est cette base fondamentale. Quels sont les 3 leviers d'action les plus importants à mettre en route très rapidement en France ? Ce sera un gouvernement efficace quand même ?
La question aujourd'hui, y compris au sein du gouvernement, au-delà de l'efficacité du gouvernement, c'est combien de temps va durer ce gouvernement. C'est-à-dire, ce qu'on entend aujourd'hui, effectivement, c'est de dire bon, on commence comme ça, il n'y a pas de coalition, on va essayer de faire voter des textes au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, en s'appuyant une fois sur le centre-gauche, une fois sur les Républicains. Mais ce qui a probablement aussi convaincu un certain nombre d'élus de droite de ne pas aller au gouvernement, c'est qu'ils vous disent si dans 6 mois le gouvernement Borne tombe parce que les textes ne sont pas votés à l'Assemblée, on ne va certainement pas aller mettre le doigt là-dedans. Donc l'efficacité, oui, parce qu'on voit qu'il y a des ministres forts de droite qui sont restés au pôle important, que ce soit à l'intérieur avec Gérald Darmanin ou à l'économie avec Bruno Le Maire. Donc on sait que sur ces secteurs-là, les mesures, notamment sur le pouvoir d'achat, seront mises en place. Après, encore une fois, le problème de l'efficacité, ce qu'on disait il y a un instant, c'est l'efficacité, mais sur quel projet ? Pour l'instant, on ne le voit pas. Alors, c'est la question que se pose par exemple la NUPES. Avant même la déclaration de politique générale de la Première ministre, Elisabeth Borne, la NUPES a déposé une motion de censure. J'explique, la motion de censure, c'est le seul moyen dont dispose l'Assemblée nationale pour forcer un gouvernement et son Premier ministre à démissionner. Elle sera débattue demain après-midi à l'Assemblée nationale. Il manquera de toute façon à peu près 130 voix à la NUPES pour y parvenir. Alors, pourquoi tenter cette motion ? Parce que la NUPES, on l'a bien vu dès mercredi après-midi lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, ils sont dans une posture pour l'instant très, très politique, un peu même de happening pour l'instant dans l'hémicycle de l'Assemblée, mais un petit peu autour de l'Assemblée. Donc vraiment une volonté d'exister politiquement de façon assez forte. Et donc voilà, cette motion de censure, c'est avant tout pour moi, en tout cas, une posture politique, puisqu'elle n'a effectivement aucune chance d'aboutir. Le Rassemblement national, comme les Républicains, ont dit qu'ils ne s'associeraient pas à cette motion de censure. Mais donc ça veut dire quoi ? Que la NUP essaie de se positionner comme principale force d'opposition ? Absolument. C'est un calcul, c'est ça ? Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, me disait l'autre jour, désormais, clairement, on veut faire comprendre aux Français qu'il y a, selon eux, une droite, c'est-à-dire la majorité d'Emmanuel Macron alliée au cas par cas avec les Républicains, et nous devons montrer aux Français que nous sommes finalement l'alternance de gauche, préparer les 5 ans à venir. Et donc c'est une façon assez claire pour la NUP d'apparaître comme l'alternative numéro 1 à Emmanuel Macron et à la majorité. Et en même temps, c'est un petit peu gagnant-gagnant, parce que la NUPES va montrer quelle est l'alternative à Emmanuel Macron, et la majorité d'Emmanuel Macron, finalement, va montrer qu'il n'y a pas de majorité alternative, parce que LR et le RN ne votant pas ce texte, c'est une motion sans lendemain. Donc c'est de la politique politicienne, c'est ça que vous nous dites. Une information de dernière minute. Le journal Le Monde publie ce soir sur son site internet une information concernant Emmanuel Macron. Selon le quotidien, des documents internes à l'entreprise Uber montrent comment entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, à l'époque, a œuvré en coulisses pour la société de VTC qui tentait d'imposer une dérégulation du marché, alors que justement l'entreprise affrontait l'hostilité du gouvernement dont Emmanuel Macron faisait partie. C'est une polémique qui s'annonce pour la semaine, vous pensez ? En tout cas, je pense typiquement, on en parlait à l'instant, la NUPES ne va pas tarder à reprendre ce sujet. Après, Emmanuel Macron n'avait jamais caché, quand il était au ministère de l'économie, qu'il était très en pointe sur les nouvelles technologies, les nouvelles entreprises. Il n'avait jamais paru extrêmement hostile à ce type de société américaine. La polémique de la semaine à venir, d'un mot pour terminer. On va voir, il va y avoir aussi les conclusions de l'enquête du Sénat sur les incidents du Stade de France qui vont être rendus mercredi. Donc la semaine s'annonce peut-être effectivement un peu agitée. Et Emmanuel Macron, qui va d'ailleurs beaucoup intervenir tous les jours, il a des interventions prévues tout au long de la semaine. Donc lui aussi, il revient un peu sur le devant de la scène politique. Et c'est pas encore les vacances. Merci beaucoup, Perrine Tarnaud. Merci à vous, Guillaume Darret, d'être venu dans 64 minutes.